La corde au cou, partie 5, chapitre 6 de la partie 2 du livre. L'hôpital de Sauveterre, dit le guide Johann, est malgré ses proportions restreintes, un des établissements hospitaliers les mieux entendus des deux Charentes. La chapelle et les bâtiments neufs sont dus à la pieuse munificence de la comtesse de Maupaysant, veuve du ministre de Louis-Philippe. Mais ce que ne dit pas Johann, c'est que l'hôpital doit à madame Sénéchal la fondation de 3 lits pour les femmes en couches. C'est également de ces deniers qu'ont été construits les 2 pavillons qui flanquent la grande porte. Un de ces pavillons, celui de droite, est occupé par le portier, le sieur Vaudevin, un vieillard superbe qui jadis était suisse à la cathédrale et qui aime encore à rappeler ce temps où, par sa magnifique prestance, par son uniforme rouge, son baudrier d'or, sa hallebarde et sa canne à pomme d'argent, il contribuait aux pompes du culte. Ce portier, le dimanche matin, un peu avant 8 heures, fumait sa pipe dans la cour, lorsqu'il vit arriver M. Saignebosse. Le docteur marchait d'un pas plus saccadé que de coutume, le chapeau sur les yeux, signe de bourrasque, et les mains enfoncées jusqu'au coude dans ses poches. Au lieu d'entrer, comme tous les jours avant sa visite, dans le réduit de la sœur pharmacienne, c'est chez madame la supérieure qu'il monta tout droit. Là, après un léger salut, « On a dû, ma sœur, commença-t-il, vous amener hier soir un malade, un idiot du nom de Cocoleux. »« En effet, docteur. »« Où l'avez-vous placé ?»« Monsieur le maire lui-même l'a fait installer dans la petite chambre qui est en face de la lingerie. »« Et comment s'est-il comporté ?»« Très bien. La sœur veilleuse ne l'a pas entendu bouger. »« Merci, ma sœur, » dit monsieur Saignebosse. Et déjà il gagnait la porte, quand madame la supérieure le retint. « Montez-vous donc visiter ce malheureux, monsieur le docteur ?» demanda-t-elle. « Oui, ma sœur. Pourquoi ?»« C'est que vous ne pouvez pas le voir. »« Je ne puis pas. »« Non, nous avons reçu de monsieur le procureur de la République l'ordre d'empêcher qui que ce soit, hormis la sœur qui le soigne, d'approcher de Cocoleux. Qui que ce soit, docteur, même le médecin, à moins d'urgence, bien entendu. » Monsieur Saignebosse eut un geste ironique. « Ah, vous avez cet ordre, fit-il en ricanant. Eh bien, moi, je vous déclare que je le tiens pour nul et non avenu. M'interdire l'accès de mon malade. Voyez-vous cela ? Que monsieur le procureur de la République mande, ordonne et commande en son palais de justice, rien de mieux. Mais ici, dans mon hôpital, ma sœur, je monte chez Cocoleux. »« Docteur, vous n'entrerez pas. Il y a un gendarme de faction devant la porte. »« Un gendarme ? » ?»« Qui nous est arrivé ce matin avec la consigne la plus sévère. » Un instant, le docteur demeura abasourdi. Puis, tout à coup, avec une violence extraordinaire et des éclats de voix à faire trembler les vitres. « C'est un procédé inouï !» s'écria-t-il. « Un abus de pouvoir intolérable. Et par les 100 000 tonnerres du ciel, j'en aurai raison et justice me sera rendue, quand je devrais aller jusqu'à Thiers. » Et, sans saluer cette fois, il s'élança dehors, traversa la cour et partit comme un trait dans la direction du logis du procureur de la République. En ce moment même, M. d'Aubigeon se levait, mécontent parce qu'il avait passé une mauvaise nuit, ayant passé une mauvaise nuit parce qu'il était horriblement préoccupé de cette affaire Bois-Courant, comme on disait déjà. C'est qu'il partageait presque la conviction de M. Galpin d'Aveline. Vainement il se rappelait le noble caractère de Jacques, son admirable loyauté, ses sentiments si vifs de l'honneur. L'épreuve était là, flagrante, indiscutable. Il voulait douter, mais l'impitoyable expérience lui criait que le passé d'un homme ne répond pas de son avenir. Et d'ailleurs, de même que plusieurs criminalistes,
Il pensait, sans trop oser le dire, que beaucoup de grands coupables agissent sous l'empire d'une sorte de vertige, et que c'est ainsi que s'explique la stupidité, la naïveté presque de certains crimes, commis par des gens d'une intelligence supérieure. N'importe. Depuis son retour de Bois-Coran, il s'était tenu obstinément enfermé, et il était en train de se promettre de ne pas sortir de la journée lorsqu'on sonna chez lui à briser la sonnette. L'instant d'après, le docteur Saignebosse entrait comme une bombe. « Je sais ce qui vous amène, » s'écria M. d'Aubigeon. « Vous venez pour cet ordre que j'ai donné relativement à Cocoleux. »« C'est bien cela, oui, monsieur, cet ordre est une injure. Il m'a été formellement demandé par M. Galpin d'Aveline. »« Et vous ne lui avez pas refusé, monsieur. C'est vous seul, par conséquent, que j'en rends responsable. Vous êtes procureur de la République, c'est-à-dire le chef du parquet et le supérieur de M. Galpin. » M. d'Aubigeon hochait la tête. « C'est en quoi vous vous trompez, docteur, dit-il. Le juge d'instruction ne dépend ni de moi ni du tribunal. Il est en quelque sorte, même, indépendant du procureur général, qui peut bien lui adresser des avertissements, mais non lui tracer une ligne de conduite. Monsieur Galpin d'Aveline, en tant que juge d'instruction, exerce une juridiction à part, et il est armé de pouvoirs presque illimités. Mieux que personne, un juge d'instruction peut dire avec le poète « Ainsi je veux et j'ordonne, et ma volonté suffit. Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione, voluntas. » Positivement, M. Saignebosse se sentait désarmé par l'accent de M. d'Aubigeon. « Ainsi, fit-il, M. Galpin a même le droit de priver un malade des soins du médecin. » Sous sa responsabilité, oui, mais telle n'est pas son intention. Il se proposait même de vous convoquer officiellement, quoique ce soit aujourd'hui dimanche, pour assister ce matin à un nouvel interrogatoire de Cocoleux. Je suis surpris que vous n'ayez pas reçu son assignation, ou que vous ne l'ayez pas vu à l'hôpital à l'heure de votre visite. « Alors, j'y cours !» s'écria le médecin. Et il repartit précipitamment, et bien lui prit de se hâter, car sur le seuil de l'hôpital, il se trouva en face de M. Galpin d'Aveline, lequel arrivait d'un pas solennel, suivi de son inévitable greffier, Méchinet. « Vous arrivez à propos, monsieur le docteur, » commença le juge. Mais si rapide qu'eût été la course du docteur, elle lui avait donné le temps de réfléchir et de se calmer. Au lieu donc d'éclater en récriminations, « Oui, je sais, » répondit-il d'un ton de politesse railleuse. « C'est au sujet de ce pauvre diable, à qui vous avez donné un gendarme pour garde-malade. Nous pouvons monter, je suis tout à vos ordres. » La chambre où l'on avait placé Cocoleux était vaste, blanchie à la chaux, et n'avait pour tout meuble qu'un lit, une table et 2 chaises. Le lit devrait être bon, mais l'idiot en avait enlevé matelas et couverture et s'était couché tout habillé sur la paillasse. C'est là que le trouvèrent le médecin et le juge. Il se dressa à leur vue, mais apercevant le gendarme, il poussa un cri et fit un mouvement pour se cacher sous le lit. Ce fut même si manifeste que M. Galpin d'Aveline ordonna au gendarme de sortir. S'avançant alors, « N'aie pas peur, mon garçon, » dit-il à Cocoleux, « nous ne te ferons pas de mal. Seulement, il faut nous répondre. Te souviens-tu de ce qui est arrivé l'autre nuit au Val-Pinson » Cocoleux éclata de rire, de ce rire navrant particulier aux idiots, mais il ne répondit pas, et c'est en vain que, pendant 1 heure, le juge varia ses questions, priant, menaçant et promettant tour à tour, invoquant même le souvenir de madame de Clodieuse. Il ne lui arracha pas une syllabe. À bout de patience, « Allons-nous-en, » dit-il enfin, « ce misérable est décidément au-dessus de la brute. » « Était-il donc au-dessus, monsieur ?» demanda le docteur, « quand il vous a désigné monsieur de Bois-Coran ?» Mais le juge parut ne pas entendre, et au moment de quitter Cocoleux,
Vous savez que j'attends votre rapport, docteur, dit-il au médecin. Avant 48 heures, j'aurai l'honneur de vous le remettre, monsieur, répondit monsieur Seignebos. Et tout en s'éloignant, même, grommelait-il, ce rapport pourrait bien vous gêner, monsieur le juge. Monsieur Galpin d'Aveline fut entré dans une belle colère s'il eût soupçonné la vérité. Le rapport de monsieur Seignebos était prêt, et s'il ne le remettait pas immédiatement au juge d'instruction, c'est qu'il avait calculé que, plus il tarderait, plus il aurait chance de déranger le plan de la prévention. Puisque je le garde encore 2 jours, pensait-il, tout en regagnant sa maison, pourquoi ne le communiquerais-je pas à cet avocat venu de Paris avec madame de Boiscoran? Rien ne m'en empêche, que je sache, puisque, dans son trouble, ce pauvre Galpin a totalement oublié de me faire prêter serment. Mais il s'interrompit. Oui ou non, selon le code qui régit la médecine légale, avait-il le droit de donner connaissance d'une pièce de l'instruction à l'avocat du prévenu? Cette question le troublait, car s'il se vantait de ne pas croire en Dieu, il croyait fermement au devoir professionnel, et se fût fait hacher en morceaux plutôt que de manquer aux obligations médicales. Mais mon droit est clair, grommelait-il, et indiscutable. C'est le serment seul qui engage. Les textes sont précis et formels. J'ai pour moi les arrêts de la Cour de cassation du 27 novembre et 27 décembre 1828, et ceux du 13 juin 1835, du 9 mai 1844 et du 26 juin 1863. Le résultat de cette délibération fut que le docteur Seignebos, dès qu'il eut déjeuné, mit son rapport dans sa poche et s'en alla, par les rues détournées, sonner rue de la Rampe, chez monsieur de Chandoré. Tante Lavarande et madame de Boiscoran étaient encore à la grand-messe, où elles avaient cru politique de se montrer, et il n'y avait au salon que mademoiselle Denise, grand-père Chandoré et maître Folga. Grande fut la surprise du vieux gentilhomme en voyant apparaître le docteur. Monsieur Seignebos était bien son médecin, mais il y avait entre eux de telles divergences d'opinion que jamais, hors les cas de maladie, ils ne se visitaient. « Si vous me voyez, dit le docteur dès le seuil, c'est que, sur mon âme et conscience, je crois monsieur Boiscoran innocent. » Pour ces seuls mots, mademoiselle Denise lui eût sauté au cou, et c'est avec l'empressement de la reconnaissance qu'elle lui avança un fauteuil en lui disant, de sa plus douce voix, « Asseyez-vous donc, je vous prie, cher docteur. »« Merci, fit-il brusquement, bien obligé. » Et, s'adressant plus particulièrement à maître Folga, « Ma conviction, dit-il, revenant à sa marotte, est que monsieur Boiscoran est victime du courage qu'il a eu d'affirmer hautement ses opinions républicaines. Car votre futur petit-fils est républicain, monsieur le baron. » Grand-père Chandoré ne sourcilla pas. On fût venu lui apprendre que Jacques avait été membre de la Commune, qu'il n'en eût probablement pas été plus ému. Denise l'aimait. Cela suffisait. « Or, poursuivait le docteur, je suis radical, moi, maître. »« Folga, dit l'avocat. »« Oui, maître Folga, je suis radical. Et il est de mon devoir de défendre un homme dont la religion politique se rapproche de la mienne. C'est pourquoi je viens vous soumettre mon rapport médical, afin que vous en tiriez parti pour la défense de monsieur Boiscoran et que vous me suggériez vos idées. »« Ah, c'est un immense service, monsieur, » s'écria le jeune avocat. « Mais entendons-nous, fit sévèrement le médecin. Lorsque je parle d'adopter les idées que vous pourriez avoir, c'est en tant qu'elles ne blesseront en rien la vérité. Pour arracher mon fils, si j'en avais un, à l'échafaud, je ne souillerais pas mes lèvres d'un mensonge qui serait une atteinte à la majesté de ma profession. » Il avait tiré son rapport de la poche de sa longue lévite. Il le déposa sur la table en disant « Je viendrai le reprendre demain matin. D'ici là, vous aurez le temps de le méditer. Je voudrais seulement vous en signaler la partie essentielle, le point culminant, si j'ose m'exprimer ainsi. » Il s'exprimait, en tout cas, avec une sorte d'hésitation,
et en regardant fixement mademoiselle Denise, comme pour lui faire comprendre qu'il eût été content qu'elle se retirât. « Une discussion médico-légale, fit-il, n'intéressera guère mademoiselle. »« Eh, monsieur, interrompit la jeune fille, comment ne serais-je pas intéressée passionnément lorsqu'il s'agit de l'homme dont je dois devenir la femme ? C'est que les dames sont, en général, très impressionnables, dit assez peu poliment le docteur. Très sensibles. Rassurez-vous, docteur, pour le salut de Jacques, je saurai montrer une énergie virile. Le docteur connaissait assez mademoiselle Denise pour comprendre qu'elle ne s'éloignerait pas. Comme il vous plaira, grommela-t-il, et se retournant vers maître Folga. Vous le savez, reprit-il, 2 coups de fusil ont été tirés sur monsieur de Clodieuze. Le premier, qui l'a atteint au flanc, a, comme on dit, légèrement écarté. Le second, qui a frappé l'épaule et le cou, a fait balle. Je sais cela, dit l'avocat. La différence des effets prouve que ces 2 coups de feu ont été tirés de distance inégale, le second de plus près que le premier. Je sais. Permettez. Si je rappelle ces détails, c'est qu'ils ont leur valeur. Appelé au milieu de la nuit près de monsieur de Clodieuze, je procédai immédiatement à l'extraction des grains de plomb. Pendant que j'opérais, monsieur Galpin est arrivé. Je croyais qu'il allait me demander à voir les plombs déjà retirés. Il n'en a pas eu l'idée, tant il avait la cervelle à l'envers. Il ne songeait qu'au coupable, à son coupable. Je ne lui ai pas rappelé l'ABC de son métier. Ce n'est pas mon affaire. Le médecin doit obtempérer aux injonctions de la justice, mais non pas aller au-devant. Et alors ? Alors, monsieur Galpin est parti pour Bois-Coran et j'ai continué ma besogne. J'ai extrait 57 grains de plomb des plaies du côté et 109 des blessures de l'épaule et du cou. Et cela fait, savez-vous ce que j'ai constaté ? Il s'arrêta, ménageant son effet, et l'attention lui semblant assez surexcitée. J'ai constaté, reprit-il, que le plomb des 2 blessures n'est pas pareil. Monsieur de Chandoré et maître Folga eurent en même temps une même exclamation. « Oh !» Le plomb du premier coup, continua monsieur Saignebos, celui qui a atteint le flanc, et de la cendrée aussi menue que possible. Le plomb des blessures de l'épaule, au contraire, est d'un numéro assez fort, de celui, je crois, qu'on emploie pour le lièvre. J'en ai là, d'ailleurs, des échantillons. Et, en disant cela, il dépliait un morceau de papier blanc où se trouvaient 10 ou 12 grains de plomb tachés de sang coagulé et dont la différence de grosseur sautait aux yeux. Maître Folga semblait confondu. « Y aurait-il donc eu 2 assassins ?» murmura-t-il. « Je pense plutôt, dit monsieur de Chandoré, que l'assassin, comme beaucoup de chasseurs, avait un canon chargé pour les petits oiseaux et l'autre pour le lièvre ou le lapin. »« En tout cas, reprit maître Folga, ceci écarte toute idée de préméditation. Ce n'est pas avec de la cendrée qu'on charge son fusil, quand on part pour tuer un homme. » En ayant assez dit, à ce qu'il pensait, le docteur Saignebos se levait pour se retirer, lorsque monsieur de Chandoré lui demanda des nouvelles du comte de Clodieuze. « Il n'est pas bien, » répondit le docteur. « Le déplacement, malgré toutes les précautions, l'a énormément fatigué, car il est à Sauveterre depuis hier, installé provisoirement dans une maison que monsieur Sénéchal lui a louée, rue Mautrec. Toute la nuit, il a eu le délire, et quand je me suis présenté chez lui ce matin, je ne crois pas qu'il m'ait reconnu. »« Et la comtesse ?» interrogea mademoiselle Denise. « Madame de Clodieuze, mademoiselle, est tout aussi malade que son mari, et si elle m'eût écoutée, elle se fût mise au lit. Mais c'est une femme d'une rare énergie, et qui, d'ailleurs, puise dans son affection pour le comte une force de résistance inconcevable. » Il avait, tout en parlant, gagné la porte. « Pour ce qui est de Cocoleux, ajouta-t-il, l'examen de son état mental pourrait bien révéler des particularités auxquelles on ne s'attend guère. Mais nous en recauserons plus tard. Et sur ce, mademoiselle et messieurs,
J'ai l'honneur de vous saluer. » Eh bien, demandèrent mademoiselle Denise et monsieur de Chandoré, dès qu'ils eurent entendu la porte de la rue se refermer sur le docteur Seignebos. Mais déjà s'était refroidi l'enthousiasme de maître Folga. « Avant de me prononcer, répondit-il prudemment, j'ai besoin d'étudier le rapport de ce digne médecin. » Malheureusement, ce rapport ne contenait rien que n'eût dit M. Seignebos. Et c'est en vain que le jeune avocat employa son après-midi à chercher comment en tirer parti. Il y découvrit, certes, des arguments qui seraient d'une haute valeur pour la défense, si M. de Boiscoran venait à être traduit en cour d'assises, mais il n'y trouvait aucun moyen de nature à faire lâcher prise à la prévention. Toute la maison était donc sous l'empire d'une déception cruelle, lorsque sur les 5 heures, le vieil Antoine arriva de Boiscoran. Il semblait fort triste. « Je suis relevé de ma faction, dit-il. Ce tantôt, à 2 heures, M. Galpin est venu lever les scellés. Il était accompagné de son greffier, Méchinet, et amenait M. Jacques, qui était gardé par 2 gendarmes en bourgeois. L'appartement ouvert, ce Galpin de malheur a fait reconnaître à monsieur les vêtements qu'il portait le soir de l'incendie, ses bottes, son fusil Kleb et l'eau de la cuvette. La reconnaissance terminée, l'eau a été transvasée dans un grand bocal qui a été scellé et confié à un gendarme. On a ensuite mis dans une malle les effets de monsieur, son fusil, plusieurs paquets de cartouches, et enfin divers objets que le juge appelait des pièces à conviction. La malle a été scellée comme le bocal, portée sur la voiture, et le Galpin est parti en me disant que j'étais libre. « Et Jacques ?» interrogea vivement mademoiselle Denise. « Quelle était son attitude ?» Monsieur, mademoiselle, souriait d'un air de mépris. « Lui avez-vous parlé ?» demanda maître Folga. « Impossible, monsieur. Le Galpin ne l'a pas permis. »« Et avez-vous eu le temps d'examiner le fusil ?»« Je n'ai pu que donner un coup d'œil à la batterie. »« Et vous avez vu ?» Le front du fidèle serviteur s'assombrit encore. « J'ai vu, » répondit-il d'une voix sourde, « que j'ai bien fait de me taire. La batterie est noire de poudre, preuve que monsieur a tiré depuis que j'ai nettoyé ce maudit Kleb. » Grand-père Chandoré et maître Folga échangèrent un regard désolé. C'était une espérance, encore, qui s'envolait. « Maintenant, » reprit le jeune avocat, « dites-moi comment monsieur de Boiscoran chargeait son fusil. » « Il le chargeait avec des cartouches, monsieur, naturellement. Il en avait reçu, je crois, 2000 avec le fusil, les unes à balles, les autres à chevrotines, les autres à plomb de tous les numéros. En ce temps où la chasse est fermée, monsieur ne pouvait tirer que du lapin ou de ces petits oiseaux de passage, vous savez, qu'on trouve dans les marais. C'est pourquoi il chargeait un des canons de plomb assez gros et l'autre de menu cendré. » Mais il s'arrêta, épouvanté de l'effet produit par ces paroles. « C'est horrible !» s'écria mademoiselle Denise. « Tout est contre nous !» Maître Folga ne lui laissa pas le temps de s'expliquer davantage. « Mon brave Antoine, » interrogea-t-il, « monsieur Galpin d'Aveline a-t-il saisi toutes les cartouches de votre maître ? » « Non, certes, monsieur. »« Eh bien, vous allez à l'instant retourner à Boiscoran, et vous nous rapporterez 3 ou 4 cartouches de chaque numéro de plomb. »« Soyez tranquille, » répondit le bonhomme, « je ne serai pas longtemps. » Il partit sur cette promesse, et il fit, en effet, une telle diligence qu'à 7 heures sonnant, au moment où la famille finissait de dîner et se réunissait au salon, il reparut et posa sur la table un lourd paquet de cartouches. Monsieur de Chandoré et maître Folga eurent bientôt fait d'en ouvrir quelques-unes, et, dès la 7e ou 8e, ils avaient trouvé 2 numéros de plomb qui semblaient exactement pareils aux échantillons que leur avait laissés le docteur. « C'est une fatalité inconcevable, » murmura le vieux gentilhomme. Le jeune avocat, lui-même, semblait bien près de perdre courage. « C'est folie, prononça-t-il, que de chercher à établir l'innocence de monsieur de Boiscoran
avant de pouvoir communiquer avec lui. « Et si on le pouvait demain ?» demanda mademoiselle Denise. « Alors, mademoiselle, il nous donnerait la clé du problème que nous essayons en vain de résoudre. Ou, dans tous les cas, il nous dirait dans quel sens diriger nos efforts. Mais il n'y faut point penser. Monsieur de Boiscoran est au secret, et vous pouvez croire que monsieur Galpin d'Aveline a pris toutes ses précautions pour que le secret ne soit pas violé. »« Qui sait ?» interrompit la jeune fille. Et tout de suite, entraînant monsieur de Chandoré dans un des petits salons de jeu qui ouvraient sur le grand salon. « Bon, papa, demanda-t-elle, suis-je riche ?» De sa vie, elle ne s'était préoccupée de cela, et elle ignorait en quelque sorte la valeur de l'argent. « Oui, tu es riche, mon enfant, » répondit le vieux gentilhomme. « Qu'est-ce que j'ai ?»« Tu possèdes, à toi appartenant, c'est-à-dire du chef de ta mère et de ton pauvre père, 26 000 livres de rente, soit un capital de plus de 800 000 francs. »« Et c'est beaucoup ?»« C'est assez pour que tu sois une des plus riches héritières de Saintonge, car tu as, outre ta fortune actuelle, des espérances considérables. » Mademoiselle Denise était si préoccupée de son idée qu'elle ne protesta même pas. « Qu'appelle-t-on l'aisance à Sauveterre ?» poursuivit-elle. « Cela dépend, ma chère fille, et si tu voulais me dire… » Elle l'interrompit en frappant du pied. « Rien, fit-elle, je t'en prie, réponds. »« Eh bien, mais dans notre petite ville, avec un revenu de 4 à 8 000 francs… »« Mettons 6. »« Soit, avec un revenu de 6 000 francs, on a une honorable aisance. »« Et combien faut-il de capital pour faire 6 000 livres de rente ?»« À 5%, il faut 120 000 francs. » « C'est-à-dire un peu plus du 8e de ma fortune. »« Justement. »« N'importe, je comprends que ce doit être une grosse somme et qu'il te serait peut-être bien difficile, bon papa, de la réunir d'ici à demain. »« Non, parce que j'ai bien plus que cela d'obligations de chemin de fer au porteur et que les titres au porteur sont une monnaie courante. »« Ah, c'est-à-dire que si je donnais à quelqu'un pour 120 000 francs de ces titres, il n'en serait pas plus embarrassé que 120 000 francs de billets de banque. »« Tu l'as dit. » Mademoiselle Denise souriait. Elle touchait au but. « Cela étant, reprit-elle, je te prie, bon papa, de me donner 120 000 francs, en titre au porteur. » Le vieux gentilhomme tressauta. « Plaisantes-tu » s'écria-t-il. « Qu'en veux-tu faire ? Mais tu plaisantes sûrement. »« Jamais. Au contraire, je n'ai parlé si sérieusement, » prononça la jeune fille d'un ton auquel il n'y avait pas à se méprendre. « Je t'en conjure, bon papa, au nom de ton affection pour moi, donne-moi ces 120 000 francs ce soir, à l'instant. Tu hésites ? Oh mon Dieu, c'est peut-être la vie que tu me refuses. » Non, monsieur de Chandoré n'hésitait plus. « Puisque tu le veux, fit-il, je vais monter te les chercher. » Elle battait des mains de joie. « C'est cela, dit-elle. Va vite et habille-toi, parce qu'il faut que je sorte et que tu m'accompagnes. » Et, revenant près des tantes Lavarande et de madame de Boiscoran. « Vous m'excuserez de vous quitter, dit-elle, mais j'ai à sortir. »« À cette heure ?» interrompit tante Élisabeth. « Où veux-tu aller ?»« Chez mes couturières, mesdemoiselles Méchinet, et j'ai envie d'une robe. » « D'où Jésus !» s'écria tante Adélaïde. « Cette petite perd l'esprit. »« Je t'assure que non, tante. »« Alors, je vais aller avec toi. »« Non, tante, j'irai seule, s'il te plaît. C'est-à-dire seule avec bon papa. » Et comme monsieur de Chandoré reparaissait, les poches gonflées de titres, le chapeau sur la tête et la canne à la main, elle l'entraîna en disant « Allons, viens, bon papa, viens. Nous sommes très pressés. » Chapitre 7. Si à genoux que fut monsieur de Chandoré devant les volontés de sa petite-fille, devant les moindres désirs de cet enfant en qui survivaient pour lui, vieillard, toutes ses affections brisées par la mort et ses suprêmes espérances, ce n'est pas sans une arrière-pensée
qu'il était monté prendre dans son secrétaire cette fortune qu'elle lui demandait. Aussi, dès qu'ils furent hors de la maison, « À présent que nous voilà bien seuls, chère fille, commença-t-il, ne me diras-tu pas ce que tu veux faire de tant d'argent ?»« C'est mon secret, répondit-elle. »« Et tu n'as plus assez de confiance en ton vieux père pour le lui dire, chérie ?» Il s'arrêtait. Elle l'entraîna de nouveau. « Tu sauras tout, poursuivit-elle, et avant 1 heure. Mais, oh, ne te fâche pas, bon papa. J'ai un projet dont je ne comprends que trop la folie. Si je te le disais, tu voudrais peut-être m'en détourner. Et si tu réussissais, et qu'ensuite il arriva malheur à Jacques, je ne survivrais pas à un malheur. Et quels ne seraient pas tes regrets, lorsque tu penserais, si je l'avais laissé faire, cependant. Denise, cruelle enfant. D'un autre côté, continuait-elle, si tu ne parvenais pas à me détourner de mes projets, tu diminuerais certainement mon courage, et j'en ai besoin, va, grand-père, pour oser ce que je vais tenter. C'est que, cher enfant, pardonne-moi de te répéter cela, 120 000 francs, c'est une très grosse somme, et il y a bien des gens courageux et habiles qui travaillent et se privent toute leur vie sans parvenir à l'amasser. Ah, tant mieux, interrompit la jeune fille. Tant mieux 1000 fois. Puisse en effet cette fortune être assez tentante pour qu'on ne me la refuse pas. Grand-père Chandoré commençait à comprendre. Avec tout cela, fit-il, tu ne me dis pas où tu me conduis. Chez mes couturières. Chez les demoiselles Méchinet? Oui. Monsieur de Chandoré dut être fixé. Nous ne les trouverons pas, dit-il. C'est aujourd'hui dimanche, elles doivent être à l'église, pour le salut. Nous les trouverons, bon papa, parce qu'elles soupent toujours à 7h30, à cause de leur frère, le greffier. Mais il nous faut nous hâter. Le vieux gentilhomme se hâtait bien, seulement il y a loin de la rue de la Rampe à la place du marché neuf, car c'est place du marché neuf que demeurent les sœurs Méchinet, et dans une maison à elles, s'il vous plaît. Une maison qui devait réaliser le rêve de leur jour et qui est devenue le cauchemar de leur nuit. C'est l'année qui a précédé la guerre qu'elles ont acquis cet immeuble sur les conseils de leur frère, et de moitié avec lui, moyennant une somme totale de 47 000 francs, y compris les frais. C'était une brillante affaire, car le rez-de-chaussée et le premier étage sont loués 2 300 francs par an au plus gros épicier de Sauveterre. Les Méchinet ne crurent pas commettre une imprudence en consacrant à cette acquisition 10 000 francs et en s'engageant à payer le reste en 3 ans. La première année, tout alla bien, mais la guerre survenant et ses désastres, les revenus du frère et des 2 sœurs se trouvèrent taris, et réduits aux émoluments de la place de greffier, ils durent s'imposer les plus rudes privations et encore emprunter pour faire face à leurs engagements. Avec la paix, l'argent commença à leur rentrer, et personne ne doutait à Sauveterre qu'ils ne se sortissent d'affaires, le frère étant le plus industrieux des hommes et les sœurs ayant la clientèle des dames les plus distinguées de l'arrondissement. « Bon papa, elles sont chez elles, déclara mademoiselle Denise en arrivant à la place. « Tu crois ? J'en suis sûre, je vois de la lumière à leurs fenêtres. » Monsieur de Chandoré s'arrêta. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il. « Tu vas, grand-père, me donner les titres que tu as dans ta poche et m'attendre, en faisant les 100 pas, pendant que je monterai chez mesdemoiselles Méchinet. Je te dirais bien de venir, mais ta présence effrayerait. D'ailleurs, si la démarche tournait mal, venant d'une jeune fille, elle serait sans conséquence. » Le vieux gentilhomme n'avait plus de doute. « Tu ne réussiras pas, ma pauvre enfant, » fit-il. « Oh, mon Dieu, dit-elle, retenant à peine ses larmes, pourquoi me décourager ?» Il ne répondit pas. Étouffant un soupir, il sortit ses titres que mademoiselle Denise, tant bien que mal, logea dans toutes ses poches et dans le petit sac qu'elle portait à la main. « Allons, à tout à l'heure, grand-père, » dit-elle quand elle eut achevé. Et légère comme l'oiseau, elle franchit la rue et monta chez ses couturières.
Ces braves filles et leurs frères achevaient en ce moment un souper exclusivement composé d'un petit morceau de porc froid et d'une salade largement vinaigrée. À l'entrée inattendue de mademoiselle de Chandoré, tous se dressèrent. « Vous, mademoiselle » s'écria l'aînée des couturières. « Vous » Tout ce qu'il y avait dans ce « vous », mademoiselle Denise ne le comprenait que trop. Il signifiait, l'intonation aidant, « Quoi ? Votre fiancé est accusé d'un crime abominable ? Il a contre lui des charges accablantes ? Il est en prison, au secret ? Tout le monde dit qu'il sera condamné ? Et cependant, vous voici » Mais mademoiselle Denise garda aux lèvres le sourire qu'elle s'était imposé. « Oui, c'est moi, » répondit-elle. « J'ai absolument besoin de 2 robes pour la semaine prochaine, et je viens vous prier de me montrer des échantillons. » Toujours sur les conseils de leur frère, les demoiselles Méchinet s'étaient entendues avec un magasin de Bordeaux qui leur confiait des échantillons de toutes ces étoffes et qui leur payait une remise sur ce qu'elles vendaient. « Je suis à vous, mademoiselle, » répondit la sœur aînée. « Permettez-moi seulement d'allumer une lampe, on n'y voit presque plus. » Et tout en essuyant le verre et en coupant la mèche. « Est-ce que tu ne vas pas à ton Orphéon ?» demanda-t-elle à son frère. « Pas ce soir, » répondit-il. « On t'attend, cependant. »« Non, j'ai prévenu. J'ai 2 cartes à mettre sur pierre pour mon imprimeur, et des copies très pressées à achever pour le tribunal. » Tout en répondant, il avait plié sa serviette et allumé une bougie. « Bonne nuit, » dit-il à ses sœurs, « car vous ne me reverrez pas ce soir. » Et, s'étant incliné profondément devant mademoiselle de Chandoré, il sortit, sa bougie à la main. « Où va donc votre frère ?» demanda vivement mademoiselle Denise. « Chez lui, mademoiselle. Sa chambre est en face de celle-ci, de l'autre côté de l'escalier. » Mademoiselle de Chandoré était plus rouge que le feu. Allait-elle donc laisser échapper l'occasion qui la servait au-delà de ses espérances ? Rassemblant tout ce qu'elle avait d'énergie. « Mais, au fait, » s'écria-t-elle, « j'ai 2 mots à lui dire, à votre frère, mes chères demoiselles. Attendez-moi, je reviens à l'instant. » Et elle s'élança dehors, laissant les couturières béantes de stupeur et se demandant si le coup dont elle venait d'être atteinte n'avait pas troublé sa raison. Le greffier, lui, était encore sur le palier, cherchant dans sa poche la clé de sa chambre. « Il faut que je vous parle, » lui dit mademoiselle Denise. « À l'instant. » Si grand fut l'étonnement de Méchinet qu'il ne trouva rien à répondre. Il fit seulement un mouvement comme pour revenir chez ses sœurs. « Non, chez vous, » fit la jeune fille. « Il ne faut pas qu'on puisse nous entendre. Ouvrez, monsieur, mais ouvrez donc, on peut venir. » Le fait est qu'il était tellement abasourdi qu'il fut plus d'une demi-minute à introduire la clé dans la serrure. Enfin, la porte s'étant ouverte, il s'effaça pour que mademoiselle Denise passât la première. Mais elle, « Non, dit-elle, entrez. » Il obéit. Elle le suivit, et une fois dans la chambre, elle referma la porte, poussant même une targette qu'elle avait aperçue. Méchinet, le greffier, était à Sauveterre, renommé pour son aplomb. Mademoiselle de Chandoré, elle, était la timidité même, et pour un rien rougissait jusqu'au blanc des yeux et demeurait sans voix. Pourtant, ce n'était pas la jeune fille qui était interdite en ce moment. « Asseyez-vous, monsieur Méchinet, » dit-elle, « et écoutez-moi. » Il posa son flambeau sur la table et s'assit. « Vous me connaissez, n'est-ce pas ?» commença mademoiselle Denise. « Assurément, mademoiselle. »« Vous n'êtes pas sans avoir entendu dire que mon mariage est arrêté avec monsieur Jacques de Boiscoran. » Comme s'il eût été mu par un ressort, le greffier se dressa, se frappant le front d'un furieux coup de poing. « Ah, fichue bête que je suis !» s'écria-t-il. « Je comprends. »« Oui, c'est bien cela, » continua la jeune fille. « Je viens vous parler de monsieur de Boiscoran, de mon fiancé, de mon mari. » Elle s'arrêta, et durant plus d'une minute, Méchinet et elle restèrent face à face, silencieux et immobiles, les yeux dans les yeux, lui se demandant ce qu'elle allait lui proposer, elle essayant de deviner ce qu'elle pouvait oser.
Vous devez donc comprendre ce que je souffre, monsieur, reprit-elle enfin. Depuis 3 jours que monsieur de Boiscoran est en prison, accusé du plus lâche des crimes. Oh oui, je le comprends, s'écria le greffier, et, emporté par son émotion. Mais je puis vous affirmer, poursuivit-il, que moi qui ai assisté à toute l'instruction et qui ai l'expérience des affaires criminelles, je crois monsieur de Boiscoran innocent. Tel n'est pas, je le sais, l'avis de monsieur Galpin d'Aveline, ni de monsieur d'Aubigeon, ni de ces messieurs du tribunal, ni de la ville entière. N'importe, c'est le mien. J'étais là, voyez-vous, quand on est allé prendre monsieur de Boiscoran au saut du lit. Eh bien, rien qu'au timbre de sa voix, quand il s'est écrié « Eh, c'est ce cher d'Aveline !» je me suis dit « Cet homme n'est pas coupable. » Oh, monsieur, balbutiait mademoiselle Denise, merci, merci. Il n'y a pas à me remercier, mademoiselle, car le temps n'a fait qu'affermir ma conviction. Est-ce que jamais un coupable aurait l'attitude de monsieur de Boiscoran? Tenez, ce tantôt, lorsque nous sommes allés lever les scellés, il fallait le voir, calme, digne, répondant froidement aux questions qui lui étaient adressées. À ce point que je n'ai pu me retenir de dire à monsieur Galpin d'Aveline ce que je pensais. Il m'a répondu que je n'étais qu'un sot. Eh bien, moi, je soutiens que c'est lui qui est... Pardon, que c'est lui qui se trompe. Plus j'étudie monsieur de Boiscoran, plus il me fait l'effet d'un homme qui n'a qu'un mot à dire pour se justifier. Mademoiselle Denise écoutait avec une telle intensité d'attention qu'elle oubliait presque pourquoi elle était venue. « Ainsi, fit-elle, monsieur de Boiscoran ne vous semble pas trop affecté ? » « Je mentirais, mademoiselle, si je vous disais qu'il n'est pas triste. Mais pour inquiet, non, il ne l'est pas. Le premier étourdissement passé, son sang-froid ne s'est plus démenti, et c'est en vain que depuis 3 jours, monsieur Galpin d'Aveline épuise tout ce qu'il a de pénétration et de sagacité. » Mais il s'arrêta court, tel qu'un homme ivre qui, recouvrant soudain sa lucidité, reconnaît que le vin lui a trop délié la langue. « Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là ?» s'écria-t-il. « Au nom du ciel, mademoiselle, ne répétez à personne ce que vient de m'arracher ma respectueuse sympathie. » Pour mademoiselle Denise, le moment décisif était arrivé. « Si vous me connaissiez mieux, monsieur, prononça-t-elle, vous sauriez qu'on peut compter sur ma discrétion. Ne vous repentez pas d'avoir, par votre confiance, apporté quelque adoucissement à une horrible douleur. Ne vous repentez pas, car... » Sa voix faiblissait, et il lui fallut un effort pour ajouter. « Car je viens vous demander plus encore. »« Oh oui, bien plus. » Méchinet était devenu affreusement pâle. « Plus un mot, mademoiselle, » interrompit-il violemment. « Votre espoir seul est une injure. Ignorez-vous donc ce qu'est ma profession, et que par serment je me suis engagé à être aussi muet que les cellules où l'on enferme les prisonniers? Moi, un greffier, livrer le secret d'une instruction criminelle. » Mademoiselle de Chandoré tremblait comme la feuille, mais son esprit restait net et clair. « Vous laisseriez plutôt, fit-elle, périr un infortuné? »« Mademoiselle, vous laisseriez condamner un innocent lorsqu'il vous serait possible de dissiper, d'un mot, l'épouvantable erreur dont il est victime? Vous vous diriez « C'est malheureux, mais j'ai juré de me taire », et vous le verriez, d'une conscience tranquille, monter à l'échafaud? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Je vous l'ai dit, mademoiselle, je crois monsieur de Boiscoran innocent. Et vous refusez de m'aider à faire éclater son innocence. Oh, mon Dieu, quelle idée les hommes se font-ils donc du devoir? Comment vous émouvoir? Comment vous convaincre? Faut-il vous rappeler ce que doivent être les tortures de cet honnête homme accusé d'un ignoble assassinat? Dois-je vous dire nos mortelles angoisses, à nous, ses amis, ses parents, les larmes de sa mère, ma douleur à moi, sa fiancée? Nous le savons innocent, et cependant nous ne pouvons faire éclater son innocence, faute d'un ami qui ait pitié de nous. » De sa vie, le greffier n'avait eu de tels accents. Remué jusqu'au plus profond de l'âme,
Que voulez-vous donc de moi ? Demanda-t-il, frémissant. Oh, bien peu de choses, monsieur, bien peu. Que vous fassiez tenir 10 lignes à monsieur de Boiscoran, rien que 10 lignes, et que vous nous rapportiez sa réponse. L'audace de la proposition parut frapper le greffier d'épouvante. « Jamais, prononça-t-il. Vous restez impitoyable. Ce serait fort faire à l'honneur. Et laisser condamner un innocent, que serait-ce donc ? L'angoisse de Méchinet était visible. Étourdi, bouleversé, il ne savait que résoudre, ni que répondre. Enfin, un motif de refus se présentant à son esprit en détresse. « Et si j'étais découvert, balbutia-t-il, ce serait perdre ma place, ruiner mes sœurs, briser mon avenir. » D'une main fiévreuse, mademoiselle Denise retirait de ses poches et jetait en tas sur la table les titres que lui avait donnés son grand-père. « Il y a là 120 000 francs, commença-t-elle. Violemment, le greffier se rejeta en arrière. « De l'argent » s'écria-t-il. « Vous m'offrez de l'argent ?»« Oh, ne vous offensez pas, » reprit la jeune fille, d'un accent à émouvoir les pierres. « Voudrais-je vous offenser, vous, à qui je demande plus que la vie ? Il est de ces services qui ne se payent pas. Mais si les ennemis de monsieur de Boiscoran viennent à savoir que vous nous avez aidés, c'est contre vous que se tournera leur rage. » Machinalement, le greffier dénouait sa cravate. La lutte, au-dedans de lui, devait être terrible. Il étouffait. « 120 000 francs, fit-il d'une voix rauque. « N'est-ce pas assez ? Insista la jeune fille. Oui, vous avez raison, c'est trop peu, mais j'en ai autant, j'en ai le double à votre disposition. Blême, les yeux hagards, Méchinet s'était rapproché, et d'un geste convulsif, il maniait cette masse de titres, en répétant 6 000 livres de rente. 6 000 livres de rente. Non, le double, dit mademoiselle Denise. Et en même temps, notre reconnaissance, notre amitié dévouée, toute l'influence des familles réunies de Champdoré et de Boiscoran, c'est-à-dire la fortune, la considération, une situation enviée. Mais déjà, grâce à une toute-puissante projection de volonté, le greffier avait repris possession de lui-même. « Assez, mademoiselle, dit-il, assez. » Et d'une voix résolue, bien que tremblante encore. « Reprenez cet argent, continua-t-il. Quand on fait ce que vous me demandez, quand on trahit son devoir, si c'est pour de l'argent, on est le dernier des misérables. Si on n'a eu d'autre mobile qu'une conviction sincère et l'intérêt de la vérité, on peut passer pour fou. On n'en reste pas moins digne de l'estime des gens d'honneur. Reprenez cette fortune, mademoiselle, qui a fait un instant vaciller la conscience d'un honnête homme. Je ferai ce que vous désirez, mais pour rien. » Si grand-père Champdoré s'impatientait à faire les 100 pas sur la place du marché neuf, les sœurs Méchinet, dans leur atelier, trouvaient le temps bien plus long encore. « Qu'est-ce » se demandaient-elles l'une et l'autre. « Qu'est-ce que mademoiselle de Champdoré peut bien avoir à dire à notre frère ?» Au bout de 10 minutes, leur curiosité, irritée par les conjectures les plus insensées, devint un tel supplice que, n'y tenant plus, elles se décidèrent à aller frapper à la chambre du greffier. « Ah, laissez-moi en repos !» leur cria-t-il, irrité d'être ainsi interrompu. Mais, réfléchissant, il courut ouvrir, et, plus doucement, « Rentrez chez vous, dit-il à ses bonnes filles, et si vous tenez à m'épargner les plus graves désagréments, ne parlez à personne de l'entretien que mademoiselle de Champdoré et moi avons en ce moment. » Dressées à obéir, les deux sœurs se retirèrent, mais non si vivement qu'elles n'eussent eu le temps d'apercevoir les titres que mademoiselle Denise avait jetés sur la table, et qui étaient des obligations de Paris-Lyon-Méditerranée. Or, précisément, les demoiselles Méchinet connaissaient ces obligations pour en avoir possédé 8, autrefois, avant l'achat de leur maison.
Leur ardent désir de savoir se compliqua donc aussitôt d'une vague terreur, et dès qu'elles furent rentrées, « Tu as vu » demanda la cadette. « Oui, ces titres, » répondit l'autre. « Il y en avait bien 500 ou 600, peut-être plus, c'est-à-dire une somme considérable. Énorme. Qu'est-ce que cela signifie, Sainte Vierge, et à quoi faut-il nous attendre? Et notre frère qui nous recommande le secret. Il était plus blanc que sa chemise et affreusement troublé. Mademoiselle de Chandoré pleurait comme une madeleine. C'était vrai. Tant qu'elle avait douté du résultat, mademoiselle Denise avait été soutenue par cette idée que le salut de Jacques dépendait de son courage à elle, sa fiancée, et de sa présence d'esprit. Certaine du succès, elle n'avait plus su maîtriser son émotion et, brisée par l'effort, elle s'était affaissée sur une chaise en fondant en larmes. Ayant refermé sa porte, le greffier la considéra un moment et, plus maître de soi qu'il l'avait été jusqu'alors, « Mademoiselle, commença-t-il. » Mais, au son de sa voix, elle se dressa, et, lui prenant les mains, qu'elle garda un instant entre les siennes, « Comment vous remercier, monsieur ?» s'écria-t-elle. « Comment vous prouver jamais l'étendue de ma reconnaissance ?» Si l'idée était venue au greffier de se dédire, elle se fût envolée, tant, irrésistiblement, il subissait le charme. « Ne parlons pas de cela, » dit-il avec la brusquerie des gens qui essayent de dissimuler leur émotion. « Je n'en parlerai plus, monsieur, » fit doucement la jeune fille, « mais je veux cependant vous dire que nul de nous n'oubliera jamais la dette que nous contractons aujourd'hui. L'immense service que vous allez nous rendre n'est pas sans danger, avez-vous dit. Quoi qu'il advienne, rappelez-vous que, de ce moment, vous avez en nous les plus dévoués des amis. » L'interruption des sœurs Méchinet avait eu cet effet de rendre au greffier une bonne partie de son sang-froid. « J'espère bien qu'il ne m'arrivera pas malheur, » dit-il. « Et cependant, mademoiselle, je ne dois pas vous cacher que le service que je vais essayer de vous rendre présente beaucoup plus de difficultés qu'on ne croirait. »« Mon Dieu !» murmura mademoiselle Denise. « Monsieur d'Aveline, » poursuivit le greffier, « n'a peut-être pas une intelligence très supérieure, mais il sait son métier, et il est de plus très fin et excessivement défiant. Hier encore, il me disait qu'il prévoyait que la famille de monsieur de Boiscoran tenterait l'impossible pour le soustraire à l'action de la justice. De là, chez lui, des transes incessantes, un redoublement de défiance et un luxe de précaution dont on n'a pas l'idée. S'il osait, il établirait son lit en travers la porte de monsieur Jacques. « Cet homme me hait, monsieur Méchinet. »« Non, mademoiselle, non. Mais il est ambitieux. Il croit que sa carrière dépend du résultat de cette instruction. Et il tremble que son prévenu ne s'envole ou qu'on ne le lui prenne. » Fort perplexe, évidemment, Méchinet se grattait l'oreille. « Comment vais-je m'y prendre, » continuait-il, « pour remettre un billet à monsieur de Boiscoran? S'il était averti, ce ne serait rien. Mais il ne l'est pas. Mais il est tout aussi défiant que monsieur d'Aveline. Il craint toujours qu'on ne lui tende quelque piège, et il se tient sur ses gardes. Si je lui fais un signe, me comprendra-t-il? Et si je fais un signe, monsieur d'Aveline, qui a l'œil d'une pie, ne le surprendra-t-il pas? N'êtes-vous donc jamais seul avec monsieur de Boiscoran, monsieur? Jamais une seconde, mademoiselle. C'est avec le juge d'instruction que j'entre dans la prison, et avec lui que j'en sors. Vous me direz qu'en sortant, comme je passe le dernier, je pourrais laisser tomber adroitement le billet. Mais, quand nous sortons, le geôlier, qui a de bons yeux, est là. J'aurais, de plus, à redouter l'excès de prudence de monsieur de Boiscoran. Voyant un billet lui arriver de cette façon, il serait bien capable de le remettre, sans l'ouvrir, à monsieur Galpin d'Aveline. Il s'arrêta, et après un moment de réflexion. « Le plus sûr, reprit-il, serait peut-être de mettre dans la confidence le geôlier Blangin, ou un détenu qui est chargé de servir et d'espionner monsieur de Boiscoran. »« Frumence cheminot !» fit vivement mademoiselle Denise. La plus extrême surprise se peignit sur les traits de Méchinet.
Vous savez son nom ? dit-il. Je le sais parce que Blangin m'a parlé de ce prisonnier et que son nom m'a frappé le jour où madame de Boiscoran et moi, ignorant ce que c'est que le secret, sommes allés à la prison demander à voir Jacques. Le greffier eut un geste de dépit. Maintenant, fit-il, je m'explique les terreurs de M. d'Aveline. Il aura eu vent de votre démarche, et se sera imaginé que vous vouliez lui enlever son prisonnier. Il marmotta entre ses dents quelques mots encore que mademoiselle Denise n'entendit pas, puis se décidant. N'importe, prononça-t-il, j'agirai selon les circonstances. Écrivez votre lettre, mademoiselle, voici de l'encre et du papier. Pour toute réponse, la jeune fille s'assit à la table de Méchinet, mais au moment de prendre la plume, Monsieur de Boiscoran a-t-il des livres dans sa prison ? demanda-t-elle. Oui, mademoiselle. Sur sa demande, M. d'Aveline est allé de sa personne lui chercher, chez M. d'Aubigeon, quelques volumes de voyage et plusieurs romans de Cooper. Une exclamation joyeuse de mademoiselle Denise l'interrompit. « Oh, Jacques !» s'écria-t-elle. « Merci d'avoir compté sur moi !» Et sans remarquer le profond étonnement de Méchinet, elle écrivit. « Nous sommes sûrs de votre innocence, Jacques, et cependant nous sommes au désespoir. Votre mère est ici, avec un avocat de Paris, maître Folga, tout dévoué à nos intérêts. Que devons-nous faire ? Donnez-nous vos instructions. Vous pouvez répondre sans crainte, puisque vous avez notre livre. Denise. « Lisez, monsieur, dit-elle au greffier, dès qu'elle eut terminé. Mais lui, au lieu d'user de la permission, plia le billet qu'elle lui tendait et le glissa dans une enveloppe qu'il cacheta. « Oh, vous êtes bon !» murmura la jeune fille, touchée de cette délicatesse. « Non, répondit-il, je cherche simplement à faire le plus honnêtement possible une action. Malhonnête. Demain, mademoiselle, j'espère avoir une réponse. Je viendrai la chercher. » Méchinet tressaillit. « Gardez-vous-en bien, mademoiselle, interrompit-il. Les gens de Sauveterre sont assez fins pour comprendre que la toilette ne doit guère vous préoccuper en ce moment, et vos visites ici sembleraient suspectes. Remettez-vous-en à moi du soin de vous faire tenir la réponse de M. de Boiscoran. » Pendant que mademoiselle Denise écrivait, le greffier avait fait un paquet des titres qu'elle avait apportés. Il le lui remit en disant « Prenez, mademoiselle. S'il me fallait de l'argent pour Blangin ou pour Frumence Cheminot, je vous le ferai savoir. Et maintenant, partez. Il est inutile de revoir mes sœurs. Je me charge de leur expliquer votre visite. »